Bonjour et bienvenue dans ce 8e épisode de cette série en 11 volets d'initiation gratuite à Semantic Kernel en C# pour créer des agents et des assistants IA que vous pourrez ajouter à vos applications. Avant de poursuivre avec des scénarios plus complexes, nous allons consacrer cet épisode à un objectif fondamental: apprendre à bien structurer un projet Semantic Kernel et éviter de tomber dans certains pièges courants. Par exemple, placer le contenu de cet épisode en tout début de cours aurait été logique, mais terriblement et ennuyeusement scolaire, et vous n'en auriez pas tiré tout le bénéfice, c'est évident. Et le placer à la toute fin aurait été trop tard. Arrivé ici, c'est le bon moment, vous avez déjà vu beaucoup de choses, et il est temps de faire le point sur des aspects moins spectaculaires, mais indispensables à connaître. L'outil IA que vous allez utiliser au travers de Semantic Kernel est puissant, et il sera de plus en plus avec le temps, c'est une évidence, quel qu'il soit. Mais il est sensible à de nombreux détails techniques qui peuvent freiner votre progression si vous ne les maîtrisez pas dès maintenant. Ainsi, nous allons voir comment organiser proprement votre code, éviter les erreurs les plus fréquentes, rédiger des prompts efficaces, choisir le bon modèle d'IA et comprendre les modes d'appel utilisés par Semantic Kernel. Ces bonnes pratiques vous permettront non seulement de consolider ce que vous avez appris jusqu'ici, mais aussi de préparer la suite de cette initiation dans de meilleures conditions. Alors, structurer un projet. Il est essentiel de créer une organisation claire dès le départ. Je parle ici de l'organisation de la partie de votre projet qui touche à l'IA uniquement. Le reste de votre projet, c'est pas qu'il ne m'intéresse pas, mais bien entendu, il doit être correctement structuré, mais cela dépend du code, de votre approche, des méthodes utilisées, microservices ou non, architecture en tranche verticale, classique séparation, DAL, BOL, UI, etc. Enfin bref, et bien d'autres paramètres que je ne couvrirai pas ici. Je vous conseille de créer un dossier plugins pour tous vos fichiers de prompt. Et puis un dossier services pour vos fonctions en C#, celles que vous allez orchestrer et pas votre code métier comme j'ai déjà dit. Vous pouvez aussi éventuellement avoir un dossier shared, partagé, pour les types ou les constantes qui vont être communes à tous ces ensembles de services, de plugins, etc. Donc concernant le kernel lui-même, évitez de l'instancier surtout à chaque appel. Créez-le une fois. Ce que je vous conseille, c'est de l'injecter ensuite où cela est nécessaire par injection de dépendance. Cela améliore les performances et la lisibilité de votre code. Créer un kernel pour chaque appel, ça va être très lourd, ça vous fera perdre du temps à votre code, ça n'apporte rien. En avoir un seul en début de programme qui est créé permettra d'avoir immédiatement accès au service, c'est quand même beaucoup mieux. Sachez que de toute façon, ce sont des outils qui ne sont pas thread safe, donc vous allez les utiliser à l'intérieur d'un seul et même thread, et si vous avez besoin de plusieurs instances, vous pourrez le faire, mais à l'intérieur de threads différents, et sans qu'il n'y ait de mélange ni de partage entre les instances. Donc on séparera forcément bien les choses. Et puis gardez à l'esprit ce principe fondamental: séparer la logique IA, la logique métier et l'orchestration. C'est ce qui rendra votre projet maintenable. Ces trois choses-là. L'IA d'un côté, la logique métier, ça c'est votre business, au propre au figuré, et l'orchestration qui va être la façon d'orchestrer les fonctions d'IA pour obtenir un résultat, un travail intelligent. Alors comme je le disais, Semantic Kernel s'intègre souvent dans des applications qui sont multitâches, que ce soit des interfaces, des API ou des traitements parallèles. Rien que le fait d'avoir une interface, on a un thread d'UI et un thread pour le code principal. Donc il faut faire attention à tout ça. Comme je l'ai précisé dans un épisode précédent et tout à l'heure, les objets comme kernel arguments par exemple ne sont pas du tout thread safe. Si vous les partagez entre des appels concurrents ou sans le faire exprès, vous risquez des comportements imprévisibles, voire des plantages. Donc la solution est simple: créer une nouvelle instance de kernel arguments pour chaque appel, au même titre qu'on a un kernel dans chaque thread si on doit avoir plusieurs threads dans la même application. Ne partagez jamais ces instances entre les threads. Et si vous encapsulez vos appels dans des services, veillez à ce qu'ils soient stateless, c'est-à-dire dans un état interne neutre, et qu'il n'y ait pas de modification, qu'il n'y ait pas en tout cas de mémorisation d'un état entre deux exécutions, entre deux appels. Ensuite, concevoir des plugins qui vont être robustes, là aussi, la rigueur va payer. Donc la première règle, c'est que tous les noms de fonctions doivent respecter des contraintes simples, c'est-à-dire être écrits en ASCII. Pas d'accent, pas d'espace, pas de majuscules dans tous les sens, des noms comme résumé texte avec un E accentué, un E à texte, etc. ne fonctionnera pas correctement. Donc vous allez au devant d'ennui. Donc préférez summarize text avec un underscore entre le summarize et le texte, encore plus lisible. Le underscore étant
le seul caractère véritablement autorisé en dehors des caractères ASCII. Il est ainsi préférable de donner des noms anglais correctement orthographiés que du mauvais français sans accent ou du franglais, qui va devenir complètement incompréhensible par l'IA, parce que n'oubliez pas que tout ça c'est interprété par l'IA. Tous ces noms, si on donne même une description, mais même les noms, vont être découpés, étudiés, et que l'IA va essayer de savoir à quoi sert votre fonction à partir de ça. Donc intéressant d'avoir des noms qui sont significatifs et pas des fatras, comme on peut le faire avec nos noms de variables, où des fois on voit du franglais avec des noms de variables à moitié français, à moitié anglais, etc. Bon, tout ça vous évitez complètement, parce que là il y a quelqu'un d'autre qui va le lire, ce quelqu'un c'est une IA, et cette IA, elle a été éduquée en lisant du Shakespeare et du Victor Hugo, et pas du mélange d'informaticiens qui écrit n'importe quoi. Deuxième règle, soyez explicite donc dans vos noms. Un bon nom de fonction décrit ce qu'elle fait sans ambiguïté. Bon, ça tombe sous le sens, mais enfin ça va mieux en le disant. Et n'hésitez pas à commencer vos prompts avec un double slash ou les balises de commentaires de type XAML, qu'on retrouve en XML. Même si Semantic Kernel va les ignorer, cela va vous aider à pouvoir vous relire, à relire vos prompts, à les partager avec vos collègues, à pouvoir les documenter. Donc les prompts aussi peuvent être documentés comme n'importe quel code. Un bon projet Semantic Kernel repose aussi sur de bons prompts, et on peut se l'imaginer assez facilement. Trop souvent, les prompts sont négligés, alors qu'ils font toute la différence, j'en ai déjà parlé. Même si je vous expliquais que les LLM se débrouillent de mieux en mieux avec des prompts de moindre qualité, cela ne signifie pas qu'elles ne performent pas mieux avec d'excellents prompts. Gardez-les courts, clairs, précis, évitez les formulations vagues comme « fais au mieux » ou « résume ce texte sans trop détailler ». Tout ça, une IA, elle va complètement halluciner, elle va pas savoir de quoi vous parlez exactement, elle va essayer de vous faire plaisir, mais ça ne sera pas le résultat que vous attendez. Précisez vos attentes. Dites plutôt « résume ce texte en une phrase » ou « génère une liste de 3 points ». Vous voyez, exprimez-vous de cette façon-là. Et avant d'intégrer un prompt dans votre code, testez-le dans le Playground OpenAI, ou l'interface Azure, ou celle du LLM qui sera utilisée en production. Il n'y a que comme ça qu'on peut savoir si le prompt qu'on a écrit, il n'est pas ambigu, il fonctionne bien, et qu'il n'est pas trop long à exécuter. Enfin, soyez stratégique dans le choix du modèle. Par exemple, GPT-3.5 est rapide et économique, adapté à la plupart des tâches simples. GPT-4 Turbo est plus cher, comme GPT-5 maintenant, mais ces modèles sont plus performants pour des synthèses longues ou des chaînes complexes. Essayez toujours le plus léger en premier afin d'optimiser les coûts d'exploitation. Si ça passe pas, vous utilisez le modèle d'après. Pareil pour les températures et tout ça, mais on va pas faire un cours de prompt engineering, je l'ai dit, mais quand même quelques conseils, ça fait pas de mal. Une différence à savoir qui est très intéressante, et surtout qui a des conséquences importantes, c'est celle entre chat et text completion. On va traiter maintenant brièvement cet aspect qui est souvent très mal compris. Ce sont les deux modes de génération utilisés par Semantic Kernel et les LLM qui sont en dessous. Le premier, c'est text completion. En fait, il est linéaire. Vous envoyez un texte brut et vous recevez un texte brut. C'est un chat. Mais c'est pas si simple que ça. C'est j'envoie un texte brut, je reçois un texte brut. C'est dans le second qu'on est en mode chat completion. Et lui, il est structuré autour d'un historique de messages avec utilisation de rôles, user, assistant, système, qui sont précisés dans le prompt. Donc Semantic Kernel choisit automatiquement le mode selon le modèle d'IA que vous utilisez, et non l'inverse, car il n'a pas la main, c'est vous qui indiquez lors de la création du kernel quel modèle appeler, par exemple GPT-3 ou GPT-4. Seulement, GPT-3, lui, va utiliser par défaut le text completion, alors que GPT-3.5 Turbo ou GPT-4 Turbo utiliseront du chat completion. Donc même si votre prompt n'est pas adapté au bon mode, ne croyez pas que ça va se faire automatiquement. Au contraire, si votre prompt n'est pas adapté correctement au mode configuré au début de votre application, vous risquez tout simplement des erreurs invisibles. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne verrez pas, ça ne marchera pas, il n'y aura pas de message d'erreur, il n'y aura rien, mais ça ne marchera pas. Donc vous avez intérêt à bien comprendre cette différence entre text completion et chat completion. Par exemple, si vous envoyez un prompt structuré en rôle à un modèle qui fait du texte, cela ne fonctionnera pas correctement et toujours aucun message d'erreur. Là encore, testez, ajustez vos formulations selon le mode et le modèle qui est choisi. Ça, c'est quand même quelque chose de très important à savoir. Et je suis sûr que peu d'entre vous le savaient avant ce slide.
Maintenant, on va essayer d'éviter les erreurs les plus classiques. Prenons une minute pour passer en revue quelques-unes de ces erreurs fréquentes. Elles sont très simples à éviter si on les connaît. Par exemple, ne pas mettre await sur un appel run async, bah oui, rien ne se passe et il n'y a pas de message d'erreur. Mais ça, c'est un classique en programmation asynchrone, largement connu aujourd'hui en C#, donc je ne vais pas m'étendre, et c'est pas spécifique à Semantic Kernel, mais comme Semantic Kernel utilise beaucoup de fonctions async, faut y penser. Les fichiers texte de prompt doivent être correctement encodés. Alors c'est là que ça devient rigolo, parce que on doit être en UTF-8, mais sans les BOM. Les BOM, ce sont ces petits byte order mark, c'est-à-dire c'est un ou deux caractères qui sont souvent invisibles, qui sont mis en début de texte et qui permettent aux programmes qui vont utiliser ces textes de savoir quel est l'encodage qui a été utilisé. Si vous avez de l'UTF-8 avec des BOM, donc s'il y a l'encodage au départ en forme de caractères invisibles pour dire qu'on est en UTF-8, ça risque de troubler certaines IA ou certains modèles d'IA et ça va pas marcher, vous ne comprendrez pas pourquoi. Et pour faire ça, vous pouvez utiliser Visual Studio ou d'autres systèmes de gestion de texte qui savent encoder. Quand vous faites un save to, vous allez pouvoir dire je veux que ça soit de l'UTF-8 ou de l'UTF-16, etc. Mais là, ça sera du 8. Et lui dire surtout je ne veux pas de byte order mark. Bon, les noms de fonctions doivent être valides, parce que s'ils sont invalides, la fonction est carrément pas chargée, et là aussi, il n'y a pas d'alerte. Et puis, une autre erreur qu'il ne faut pas commettre, c'est de ne pas documenter vos fonctions et vos plugins. Leur nom, leur utilité, c'est le meilleur moyen de faire de l'IA spaghetti. Documenter, on peut avoir des attributs pour documenter, dire qu'est-ce que fait une fonction, qu'est-ce que fait un plugin. Le nom doit être clair lui-même, parce qu'à défaut de description, ça sera le nom qui va être utilisé, mais si on a les deux et que les deux sont correctement descriptifs, on aura forcément de meilleurs résultats. Et puis surtout, les fonctions vont être appelées, alors que si l'IA n'arrive pas à savoir ce que vous racontez là-dedans, elle va carrément les ignorer. Ça, c'est une chose. Donc dans tous ces cas, on peut perdre énormément de temps pour rien, donc ça coûte cher. Et par contre, une fois qu'on a bien identifié ces erreurs assez courantes et qu'on évite ces pièges, ça devient un réflexe. Tout ce que nous avons fait jusqu'ici a été orchestré manuellement, ou quasiment. Nous avons appelé chaque fonction une à une, passé nous-mêmes les arguments, vérifié les résultats, enchaîné les étapes, etc. Mais bientôt, je vous ferai découvrir une autre manière de faire, c'est-à-dire les plans. Avec les plans, vous pouvez décrire un objectif et laisser Semantic Kernel sélectionner, enchaîner et orchestrer automatiquement les fonctions pour y parvenir. On a déjà effleuré le sujet avec un bref exemple il y a quelques épisodes de cela. Mais attention, si vous n'avez pas pris les bonnes habitudes, si vous n'avez pas appris à structurer vos plugins, vos prompts et vos modèles, et si vous n'avez pas appris à suivre tous les conseils que je vous ai donnés jusqu'ici, les plans ne fonctionneront pas correctement. Donc c'est pour ça qu'arrivé ici, vous êtes normalement capable d'aborder ces problèmes en toute confiance, mais à condition de bien se rappeler de ce que je vous ai raconté. Alors une petite checklist pour terminer, parce que pour terminer, je me suis dit qu'une checklist simple, que vous pourriez éventuellement copier, garder quelque part, vous pourriez en avoir besoin et l'avoir sous la main au moins au départ pour ne rien oublier. Donc on voit ici, créer une structure de dossier clair, plugin, service, etc. Nommer les fonctions en ASCII sans accent de façon explicite, ajouter des commentaires dans les prompts pour la lisibilité, ne jamais partager un même kernel argument entre threads, toujours utiliser await sur les appels au kernel bien sûr, tester les prompts dans le playground avant l'intégration, choisir le modèle OpenAI ou autre si vous avez un autre fournisseur le plus économique, qui est le minimum suffisant pour régler la fonction, afin d'optimiser les coûts, comprendre le mode qui est appelé, est-ce que votre prompt est un mode chat ou un mode text completion, et anticiper la transition vers les plans. Dernier petit conseil qui peut être un peu clivant. Les LLM ont été entraînés sur des grandes quantités de texte. Bon, du contenu web, mais aussi des livres. Du Victor Hugo, du Shakespeare, comme je l'ai déjà dit, du Ray Bradbury, du Einstein. Donc des livres qui sont plutôt bien écrits, et dans différentes langues, ce qui lui a permis de connaître presque une centaine de langues, je crois, pour ChatGPT. Et j'expliquais que les LLM devenaient effectivement plus tolérants, parce qu'au fur et à mesure qu'ils deviennent de plus en plus intelligents, ils se contentent de prompts qui sont moins précis, ils savent mieux détecter nos intentions. Mais attention, il y a des astuces d'écriture, ça oui, ils peuvent éventuellement gérer, mais pas sur le sens. Si votre sens est ambigu, si vous trompez sur le sens, si vous utilisez un mot qui veut dire autre chose parce que vous ne maîtrisez pas le vocabulaire, ça ne va pas fonctionner.
Donc l'art du prompt engineering consiste à savoir s'exprimer pour être compris. Bon, il n'y a pas que dans le prompt engineering, on doit en faire tous les jours. C'est pas une exigence nouvelle, c'est une obligation, je dirais, pour toute personne correctement éduquée. C'est de savoir se faire comprendre avec un vocabulaire qui est issu d'un dictionnaire commun à la langue qu'on utilise. Alors, les prompts en wesh ne donneront jamais de bons résultats, ça c'est clair. Lâchez un peu, si vous êtes accro, lâchez vos consoles Netflix, lâchez TikTok, et surtout, lisez vraiment beaucoup, et lisez de vrais livres bien écrits. Quand on s'exprime pour un prompt, il faut faire des efforts. Dans le langage de tous les jours, aujourd'hui, le langage a beaucoup changé, on fait des abréviations, on dit « je veux pas » au lieu de « je ne veux pas ». Tout ça, c'est autorisé en français aujourd'hui. C'est le français, il évolue, il est comme ça. Mais sachez que les LLM qui ont été entraînés avec du Proust, elles auront du mal à comprendre ce que vous voulez dire si vous ne mettez pas tous les morceaux qu'il faut normalement mettre pour une phrase bien constituée. Quand on se parle entre nous, on accepte un certain niveau de relâchement. Avec les prompts, le relâchement, chaque relâchement même, ça sera l'occasion d'une hallucination ou d'une mauvaise compréhension. Donc on ne devient pas le roi du prompt en parlant tous les jours un langage dénaturé approximatif, parce que si vous ne forcez pas à lire des choses bien écrites, vous n'allez finalement que maîtriser le langage de tous les jours. Or, les LLM n'ont pas été entraînés sur le langage de tous les jours, mais ont été entraînés sur des textes de haute valeur. Alors, je ne vous demande pas de parler comme Proust, mais faites un effort, parce que c'est ce qui vous permettra de faire des prompts de bonne qualité. Parce que si vous ne connaissez pas bien toutes les variations de sens, je peux vous garantir que les LLM, eux, les connaissent. Ça pique un peu comme conseil, je sais, ça... Bon, mais il fallait que je le dise, et puis c'est peut-être le conseil le plus important de cette série aujourd'hui. Alors si on récapitule tout ça, eh bien, on va voir qu'aujourd'hui on a parlé de structure claire de nos applications, des noms ASCII, des kernels arguments, et un appel par instance, enfin une instance par appel, enfin l'un ou l'autre, les await obligatoires bien évidemment, les prompts, etc. Je vous laisse voir ce qui est à l'écran, et je vous invite bien évidemment à suivre le prochain épisode où on va retrouver du code, dans lequel on va parler de structurer et sécuriser les prompts, parce que ça aussi c'est un problème qu'il faut savoir gérer correctement. À très bientôt pour l'épisode numéro 9.